Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous parler un petit peu d'exoplanètes habitables. Habitable étant bien sûr ici un mot, on l'a déjà dit plusieurs fois, à manier avec précaution. On verra dans mon exposé que j'utilise une définition très de physicien, hein, pas du tout de biologiste. Et puis de toute façon, c'est un mot qui nous vient de l'histoire de l'étude des exoplanètes, même avant leur découverte. Et c'est pas maintenant qu'on va le changer. Et c'est pas moi qui ai décidé de cette définition, mais on verra un petit peu ce qu'elle veut dire pour les gens qui se sont intéressés à ces questions de zones habitables. On en a déjà parlé un petit peu ici. Alors, déjà, avant de vous parler des exoplanètes et de vous montrer un petit peu ce qui existe comme exoplanètes, et parmi ces exoplanètes, s'il y en a qui pourraient potentiellement être habitables, je vais vous dire vraiment le strict minimum sur les méthodes qui nous permettent de les trouver, ces exoplanètes. Et il y en a plusieurs. Je vais en souligner deux uniquement, hein, ce n'est pas les seuls, mais ce sont les deux méthodes qui ont donné lieu au plus de détections. La première, illustrée ici, elle consiste à détecter le mouvement de l'étoile lié à la présence des planètes qui orbitent autour. Donc l'étoile a un mouvement orbital autour du centre de masse, un mouvement qui est périodique, qui est modulé par la présence des planètes, qui peut avoir plusieurs périodicités si c'est un système multiplanétaire. Et il y a une deuxième méthode, c'est quand on a la chance d'être bien orienté, c'est-à-dire nous, observateurs, pouvons de temps en temps nous trouver dans le plan orbital et dans ce cas-là avoir la chance de voir des éclipses, de voir ce qu'on appelle des transits. À chaque passage de la planète devant l'étoile, on voit la luminosité apparente de l'étoile qui diminue et dans certains cas, quand la planète passe derrière, on la voit disparaître parce que finalement elle contribue. Oui, il y a des... Donc ça c'est essentiellement, je vais vous montrer un petit panorama des exoplanètes et dans le graphe suivant ici, ces planètes ont été toutes détectées par la première méthode, celle qui consiste à voir le mouvement, qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. Et certaines de ces planètes qui sont entourées d'un petit cercle rouge ont été vues par transit. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est la distance orbitale hein, en unité astronomique. Donc à une distance de 1, on a la Terre. À une distance d'à peu près 5, on a Jupiter. Et ici la masse, qui est très bien connue pour les planètes qui transitent, et qui est connue à une incertitude près, qui est liée à l'inclinaison du système quand on n'a pas de transit. Et vous avez ici une échelle logarithmique, on voit ici à 10, 100, 1000, donc Jupiter fait à peu près 300 fois la masse de la Terre. Donc voilà, premier aperçu de la diversité des exoplanètes qu'on connaît. Alors ici, vous avez un premier paquet d'exoplanètes, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. En haut à gauche, là, on a des planètes qui ont grosso modo la masse de Jupiter, et qui sont extrêmement proches de leur étoile, on les appelle les Jupiters chauds. C'était les plus faciles à trouver, c'est parmi cette population qu'on trouve la première exoplanète trouvée, 51 PEG. Donc les Jupiters chauds qui sont les plus faciles à trouver, mais finalement qui sont une variété assez rare des exoplanètes. Une étoile sur 200, grosso modo, possède un Jupiter chaud. Donc elles étaient totalement dominantes dans la population des exoplanètes au départ par un biais observationnel parce qu'elles étaient les plus faciles à trouver, mais en fait, vous verrez que ce ne sont pas du tout les plus fréquents. Donc à peu près une étoile sur 200. Ici, on commence à trouver des analogues de Jupiter, c'est-à-dire des planètes qui font la masse de Jupiter et qui sont avec des périodes orbitales longues à des distances assez grandes de leur étoile. Et ça, alors on commence hein, à les détecter, donc on ne peut pas vous dire quelle est la fréquence de ces planètes, mais on peut vous dire que cette fréquence, elle est supérieure à environ 15 à 20%. Une étoile sur 5 à peu près, au moins, a un analogue de Jupiter au sens large. Un Jupiter à unité astronomique, pour moi là-dedans, c'est un analogue de Jupiter. Et on a une population de planètes extrêmement abondante, qu'on n'a pas vu venir, parce qu'on ne l'a pas dans le système solaire en termes de masse. Hein. Vous savez que dans le système solaire, entre la masse de la Terre et la masse de Uranus et Neptune, qui est grosso modo à 15 fois la masse de la Terre, on n'a pas d'objet. Après, on a les planètes géantes, en dessous, on a Vénus, Mars, Mercure. Entre les deux, on n'a rien. Et en fait, une étoile sur 3 possède une planète dont la masse entre dans ce domaine de 1 à 15 masses terrestres. Alors on ne sait pas trop comment les appeler. On a tendance, ce n'est pas forcément une bonne tendance, à les appeler super-terres dans le jargon des exoplanétologistes. Ça ne me semble pas être un très bon mot parce que quand on parle au grand public de super-terre, c'est comme la Terre mais c'est super. Et on ne sait pas du tout ce que c'est. Hein. On ne sait pas du tout ce que c'est, on ne sait pas de quoi c'est fait. Et il y a une très grande diversité d'objets. Et bien sûr, c'est à nouveau juste le top de l'iceberg, parce que
en fait, les planètes plus petites sont beaucoup plus dures à trouver. Et de toute façon, pour former une planète qui fait plusieurs fois la masse de la Terre, il faut la construire à partir de planètes qui sont plus petites. Donc on s'attend vraiment à trouver beaucoup plus de planètes de masse terrestre ou inférieure à la masse de la Terre. Donc ça, ce sont les planètes qui ont été trouvées par vitesse radiale ou par transit et pour lesquelles on a pu appliquer éventuellement les deux méthodes ou la méthode de vitesse radiale. Il y a une mission spatiale à l'heure actuelle qui s'appelle Kepler, une mission télescope spatial de la NASA, qui cherche les transits et qui a actuellement un catalogue de plus de 2000 candidats qui sont ici présentés non plus par la distance orbitale, je l'ai remplacé par la température d'équilibre, parce que grosso modo, à une distance orbitale donnée, selon le type d'étoile autour de laquelle vous orbitez, ça peut vous donner deux températures différentes. En termes d'habitabilité, si on veut réfléchir à des questions d'habitabilité, la température, c'est quelque chose de plutôt sympathique. Donc, grosso modo, ici, vous avez une échelle de température, et ici, vous avez le rayon. Alors, ça reste des candidats, c'est-à-dire qu'il y a une fraction de ces objets qui ne seront sûrement pas des planètes, mais ce ne sera pas la majorité, ce sera peut-être, je ne sais pas, 10, 20%, 30% peut-être, mais grosso modo, normalement, on a une bonne idée en termes statistiques de la distribution. Alors, la taille du rond ici est liée à la taille de l'étoile et non pas de la planète, et la couleur est liée à la température de l'étoile. Donc, c'est quelque chose qui est propre à l'étoile et non pas à la planète. Et vous voyez ici que quand on va vers les masses terrestres, donc ici, le rayon terrestre, une fois le rayon terrestre, donc vous voyez déjà que Kepler a des candidats qui sont de dimension terrestre, il y a même des candidats qui sont de dimension martienne. Quand on va vers ces planètes-là, on ne les trouve qu'autour des petites étoiles, ce qu'on appelle les étoiles M, des étoiles de faible masse. Alors je vais vous dire juste quelques mots sur les étoiles, ce n'est pas mon domaine, mais simplement pour qu'on puisse se repérer. Si je prends les 300 étoiles les plus proches du Soleil, qui sont dans une sphère de 10 parsecs, c'est-à-dire d'environ 23 années-lumière, on a environ 300 étoiles, le compte n'est pas forcément complet, parce que justement les petites étoiles très faibles, on n'a pas forcément le décompte. Et donc grosso modo, voilà comment elles se distribuent. Alors les astronomes classifient ça selon des lettres, M, K, G, F, A. Quand on va par là, on a des étoiles massives. Donc ici, A, on est grosso modo, on va dire, 2 fois la masse du Soleil. Ici, on peut descendre à environ 10% de la masse du Soleil. Et plus on va par là, plus ce sont des étoiles donc, massives, lumineuses, chaudes, et par contre, moins elles vivent longtemps. Donc quand on va vers les étoiles ici, les étoiles plus massives que le Soleil vivent très peu de temps. Ça peut être ici, à la limite que j'ai mis ici, ça peut être quelques centaines de millions d'années, alors que pour les étoiles M, on l'a déjà dit aujourd'hui, elles peuvent durer des milliards, 10 milliards, 100 milliards d'années. C'est quasiment infini. Et vous voyez que le Soleil, qui est une étoile jaune ici, de type G, ça ne représente pas la majorité des étoiles. Ça représente quelques pourcents des étoiles. La grande majorité des étoiles sont des étoiles rouges, même infrarouges, peu lumineuses et peu massives. Et donc, ce sera très intéressant quand on s'intéresse à l'habitabilité de l'univers, dans son entier, de se poser la question de ces étoiles-là. Et en plus, comme on l'a dit déjà aujourd'hui, elles favorisent les détections, c'est-à-dire que c'est plus facile de trouver des planètes autour de ces petites étoiles, et c'est notamment plus facile de trouver des petites planètes autour de ces petites étoiles. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, on commence à trouver des planètes non seulement de dimension terrestre, mais globalement de température terrestre. Alors, je vais reparler plus tard de la zone habitable. Et simplement pour vous montrer aussi autre chose, la plupart de ces planètes que trouve Kepler ne sont pas des planètes isolées, ce sont des planètes qui appartiennent à des systèmes multiples, qui sont ici représentés. Donc, vous avez une tentative de représenter sur la même petite animation les systèmes multiplanétaires trouvés par Kepler. Donc ça, moi je trouve que c'est assez extraordinaire, quand on est né dans un univers où il n'y a qu'un système planétaire, et puis qu'après quelques décennies, on est dans un univers où il y a énormément de systèmes planétaires. Et ces systèmes planétaires et les planètes présentent une diversité qui est effarante, qui n'était pas du tout anticipée, on va dire, par les astrophysiciens ou les planétologues, en tout cas par la majorité d'entre eux. Et il faut bien se rappeler d'une chose, c'est que si tous les systèmes exoplanétaires étaient comme le système solaire, aujourd'hui on en aurait trouvé zéro. C'est parce qu'ils sont différents et parce qu'ils sont plus faciles à détecter que le système solaire qu'on en a trouvé beaucoup. Donc il y a une grande diversité. Ici j'ai fait un zoom dans le diagramme précédent, j'ai regardé que les petites planètes. Je n'ai pas fait de zoom en température, mais je regarde que les planètes vu les candidats Kepler de moins de 2 fois et demi le rayon de la Terre. Et donc il y a une très grande diversité en termes de type stellaire, de type d'étoile, de température et de rayons. On sait maintenant qu'il y a une diversité en termes de composition, puisqu'en fait, pour les quelques planètes telluriques, pour lesquelles on a à la fois une mesure de rayon et de masse,
on peut aborder la question de leur composition, puisque, on l'a déjà dit, Olivier Grasset l'a déjà dit aujourd'hui, on n'a pas la même relation masse-rayon pour une planète qui est dominée par le fer, par des roches, par de l'eau ou par autre chose. Donc en fait, bien sûr, ce sont des mesures qui sont encore incertaines, à la fois leur mesure de masse et leur mesure de rayon, mais ce qu'on peut déjà voir, grosso modo, c'est qu'à masse donnée, on peut avoir des planètes qui présentent un facteur 2 en rayon. Et à rayon donné, on peut trouver un facteur 2 en masse. Et ça nous donne une idée de la diversité des objets qu'on va avoir. On va avoir des objets très denses, probablement très ferreux, des équivalents de Mercure, des objets peu denses, probablement des planètes très riches en eau, voire des choses un petit peu plus exotiques. On a déjà un premier aperçu de leur diversité. On va aussi avoir des planètes qui, contrairement à la Terre et à la majorité des planètes du système solaire, ne sont pas sur des orbites circulaires. On a des excentricités, donc ici on a l'excentricité, qui peuvent avoir des valeurs très élevées. Alors on sait que pour les planètes géantes extrasolaires, on a des excentricités qui peuvent être énormes, jusqu'à 0,9, mais même pour les planètes terrestres relativement proches de leur étoile, on peut aller jusqu'à des excentricités de 0,4, même si la majorité de celles qu'on voit aujourd'hui sont circulaires, mais ça c'est lié au fait qu'en fait les orbites sont circularisées par effet de marée pour les planètes les plus proches de leur étoile. Alors, la circularisation, ça met un certain temps. Donc certaines de ces planètes sont encore observées sur des orbites excentriques, ou alors elles peuvent être aussi excitées, leur excentricité peut être excitée par la présence d'une planète géante qui est plus loin dans le système et qui, elle, est excentrique, qui reste excentrique et qui excite l'excentricité de la... Donc on a une très grande diversité. Ça, c'est la chose à retenir. Par rapport au modèle terrestre, par rapport au modèle système solaire qu'on avait, les exoplanètes nous imposent une très 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 grande diversité. Alors je vais vous parler maintenant un petit peu d'habitabilité, et comme on a vu que c'était une notion délicate et subtile, quand on a besoin de subtilité, on fait appel à Hollywood. Donc voilà la définition de l'habitabilité par Hollywood. Alors j'ai besoin de son, je ne sais pas si on l'entendra. En 6 secondes, l'habitabilité par Hollywood. C'est comme ça. Attention. If a planet's too far away from its sun, it's too cold. If it's too close to its sun, it's too hot. But for an Earth-like planet, the distance is just right, potentially perfect for sustaining life. Je vais arrêter au bon moment. Donc je vais rappeler certaines choses qui effectivement ont été rappelées ici par Sébastien avant. Je vais vous parler de ce que j'appelle habitabilité ou planète habitable. C'est une planète qui possède de l'eau liquide à sa surface, qui impose des conditions de température et de pression, qui ont déjà été appelées avant. Et donc on peut définir une zone habitable qui est la région circumstellaire, en termes de distance orbitale, où on peut trouver justement une planète habitable. Alors, cette définition historique, elle pose bien sûr des problèmes. Le premier problème qui a été mentionné, c'est qu'on peut avoir une planète qui est dans la zone habitable et qui ne l'est pas pour autant. C'est une condition éventuellement nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il faut au moins qu'il y ait de l'eau, par exemple. Il faut aussi que cette planète soit encore active, qu'elle ait une atmosphère. Voilà. Donc on peut tout à fait imaginer, au beau milieu de la zone habitable, un gros Mercure sans vie, et ça c'est tout à fait possible. Et bien sûr, ça donne un statut à part à l'habitabilité de surface par rapport à l'habitabilité de subsurface, qui peut tout à fait exister, qui existe sur Terre. Alors cette habitabilité de surface, elle a un statut particulier pour les gens qui cherchent les planètes. C'est parce qu'en fait, c'est lié un petit peu à ça. C'est lié au fait que sur Terre, si on regarde le spectre de la Terre, donc ici vous avez la longueur d'onde, et ici vous avez le flux, comparé de la Terre en bleu, de Vénus en jaune et de Mars en rouge. Vous avez le spectre de rayonnement, ici la partie réfléchie, ici la partie d'émission infrarouge. Dans ces trois planètes, on voit la signature des dioxydes de carbone. Sur Terre, on voit en plus la signature de vapeur d'eau. Mais surtout, sur Terre, on voit des signatures de constituants qui sont là parce qu'à un moment donné, sur Terre, la vie a inventé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la photosynthèse. Ce n'est pas du tout un prérequis à la vie, mais il se trouve que ça a permis à la vie de bénéficier de cet apport énergétique du Soleil et de transférer cette énergie radiative en énergie chimique à un rythme qu'aucun autre organisme sur Terre qui pouvait vivre dans la subsurface, utiliser du soufre, de l'hydrogène, n'a pu faire avant ça. Utiliser le rayonnement, le carbone du CO2 de l'atmosphère, l'hydrogène de l'eau, et ça a été une explosion, et c'est ça qui permet de maintenir cette atmosphère riche en oxygène, et c'est ça qui permet de dire au reste de la galaxie, ici il se passe quelque chose de bizarre. Et une vie de subsurface, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'aurait peut-être pas cette capacité énergétique en termes d'énergie. Il y a un très joli papier de Minnie Crosing en 2005 là-dessus, de se signaler par la présence, par une modification de l'atmosphère. Donc du coup, on se dit, on essaie de retourner l'argument, la Terre montre sa signature de la présence de vie au reste de la galaxie, donc c'est dans cette zone d'habitabilité où la photosynthèse est possible qu'on va peut-être aller chercher.
Donc cette notion de zone habitable, grosso modo, au départ, hein, ça a été surtout pour comprendre les différences entre la Terre et Vénus, entre la Terre et Mars, et on s'est simplement posé la question, jusqu'où j'ai le droit de rapprocher la Terre du Soleil avant que les océans s'évaporent, et jusqu'où je peux la reculer sans que ça gèle complètement. Donc sur la limite interne, c'est un assez joli problème. En fait, dans la limite interne, c'est l'eau, donc limite interne dont la Terre ne fait pas partie à l'heure actuelle, dont l'eau assure seule l'habitabilité de la planète. Donc si vous avez de l'eau liquide, vous avez au minimum 6,1 millibars de pression atmosphérique de vapeur d'eau, et ça a une opacité déjà très forte, hein, c'est pas très loin de ce qu'on a sur Terre en termes de vapeur d'eau. Et ça crée donc un effet de serre assez important. Et donc si on est à la bonne distance, ces 6,1 millibars, ils peuvent être autocohérents avec la présence d'eau liquide. Donc ça, c'est pas à la distance de la Terre. La Terre, si on enlève le gaz à effet de serre, qui est le dioxyde de carbone, elle le gèle. Mais si on était un peu plus près, on pourrait être auto-maintenu par la vapeur d'eau. Et au bout d'un moment, quand on se rapproche trop, quelle que soit la quantité d'eau qu'on a, elle est entièrement vaporisée. Et ça, j'ai essayé de l'expliquer ici par un petit schéma, où ce qu'on va voir ici, c'est en fait la température. Ici, la pression. Donc ce qu'on va voir, c'est le profil atmosphérique, donc le profil d'une atmosphère de vapeur d'eau, où on a donc ici la température en fonction de la pression, et ici l'altitude. Et je commence en plaçant la Terre plus loin qu'elle ne l'est, et je regarde en fait quel est le profil d'atmosphère, et je vais en fait faire varier cette distance orbitale, et je vais regarder comment change ce profil atmosphérique, et je vais indiquer sur ce profil la zone en pression ou en altitude, d'où le rayonnement est émis vers l'espace. Et on va voir ce qui se passe. Donc on se rapproche, on est à peu près à la distance terrestre, et vous voyez qu'en fait, la zone qui émet le rayonnement vers l'espace, elle monte, elle va vers des pressions plus faibles, mais elle reste à la même température. Et elle se bloque à une température qui est environ de 270 Kelvin. 270 Kelvin, ça correspond à un flux d'environ 300 watts par mètre carré. Ça, c'est la limite de ce que la Terre ou ce qu'une planète peut recevoir sans entrer globalement en ébullition. C'est ce qu'on appelle le runaway greenhouse, ou l'effet de serre galopant, tel qu'il a été mentionné. Donc c'est quelque chose de fondamental. La valeur de 270 K n'a rien à voir avec les 273 K du point triple de l'eau, c'est une coïncidence. Et c'est ça qui explique en fait qu'il y a une limite interne à la zone habitable. Donc je peux représenter ici sur un diagramme de température d'équilibre, qui est grosso modo la température de brillance moyenne d'une planète, et ici en fonction du rayon, pour les candidats Kepler, ceux qui sont du bon côté de cette limite-là, et vous voyez qu'il y en a déjà certains. Il y a des planètes qui font 1,5 fois le rayon de la Terre et qui sont dans cette zone d'habitabilité. Alors on a longtemps pensé que les planètes habitables étaient rares, parce qu'on se disait, finalement la Terre, elle a de la chance, elle a la bonne composition atmosphérique pour lui conférer des conditions de surface habitable, compte tenu de sa distance au Soleil et de la luminosité du Soleil. Oui, sauf que la luminosité du Soleil, elle a changé au cours de l'histoire. Donc, comme on l'a déjà dit, si l'atmosphère avait la même composition maintenant qu'il y a 3 milliards d'années, la Terre aurait été gelée il y a 3 milliards d'années. Alors la Terre était chaude il y a 3 milliards d'années avec de l'eau liquide, et on comprend mieux ça. Et du point de vue de la zone habitable, on peut faire l'expérience suivante. On prend la Terre et on la met plus loin. Allez, je la mets 30% plus loin. Alors si je modélise ça, elle va geler, mais qu'est-ce qui va se passer? Les volcans ne vont pas s'éteindre, ils vont continuer à envoyer du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et bon alors, je reviens ici. Si ma planète est gelée, ce dioxyde de carbone, il va s'accumuler dans l'atmosphère. Il va s'accumuler. C'est un gaz à effet de serre. Et il va atteindre, si je suis toujours dans la zone habitable, il va atteindre un niveau où la température va être à nouveau compatible avec l'eau liquide. Et là se met en place, je reviens en arrière, ce qu'on appelle le cycle des carbonates silicates. Le CO2 dans l'atmosphère se dissout dans l'eau, en forme d'acide carbonique, réagit avec calcium, magnésium, fer, forme des carbonates. Et on a cette espèce de cycle. Le CO2 ne fait que passer dans l'atmosphère. Et donc si on gèle, il va s'accumuler. Et si on est dans la zone habitable, et qu'il y a assez de CO2, et qu'il y a de l'activité volcanique, il va pouvoir atteindre cet état-là. S'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et qu'il se met à faire très chaud, en fait, la formation des carbonates va être accélérée. Et ça va faire un feedback négatif, une rétroaction négative qui va pomper les carbonates, le CO2 dans les carbonates. Ne pensez surtout pas que ça va nous permettre d'échapper aux conséquences du réchauffement climatique. Typiquement, les échelles de temps pour ça, c'est plus de 100 000 ans. D'accord ? C'est vraiment la régulation à long terme. Mais donc ça veut dire que, grosso modo, il y a une espèce de thermostat, en tout cas pour la Terre, qui s'adapte à une luminosité donnée. Donc voici les limites globalement de la zone habitable au jour d'aujourd'hui dans le système solaire. Elles étaient placées différemment il y a 4 milliards d'années. Alors tout ça est très débattu. Jérémy Lecomte me contredirait si je dis que Vénus était peut-être dans la zone habitable il y a 4 milliards d'années. Tu me diras.
Et sur Mars, on vient de le voir, c'est très débattu pour savoir si Mars était dans la zone habitable il y a 4 milliards d'années. J'aime bien dire, quand je fais des conférences, qu'il y a 4 milliards d'années, il y avait 3 planètes habitables, mais c'est encore à démontrer précisément. Bien sûr, dans le futur, on sortira un jour de la zone habitable, et dans beaucoup moins longtemps que 7 milliards d'années, sauf si on met un parasol. Donc, voici cette fameuse zone habitable exprimée donc, en distance à l'étoile et en fonction de la masse de l'étoile. Donc ici, voilà le système solaire. Et puis, voilà comment, quand on va vers des étoiles, ces étoiles qui sont les plus nombreuses, hein, les étoiles de faible masse, on se rapproche de l'étoile. Et ici, j'ai mis un système dont je parlerai après, qui est le système Gliese 581, dont une planète se trouve à l'intérieur de cette zone habitable. Alors, je tiens à préciser qu'il y a là derrière un modèle très anthropo quelque chose, hein, ou géocentré, qui est que cette limite externe, notamment, autant la limite interne est très fondamentale, hein, c'est simplement lié aux propriétés thermodynamiques et radiatives de l'eau, cette limite externe existe quand on suppose une atmosphère de dioxyde de carbone. On peut s'imaginer d'autres constituants, et notamment, en fait, si on s'autorise n'importe quel constituant, et notamment l'hydrogène moléculaire, cette zone habitable n'est plus fermée, elle est ouverte vers l'extérieur, et on peut tout à fait imaginer une planète comme la Terre, avec une enveloppe d'hydrogène, avec de l'eau liquide à sa surface, à toute distance d'une étoile, même isolée dans le milieu interstellaire. Pourquoi ça? Vous savez que la Terre émet de la chaleur interne, enfin elle a un réservoir de chaleur interne, il y a un flux de chaleur interne. Il est complètement négligeable par rapport à l'influence du Soleil, mais si jamais on avait une Terre sans atmosphère et placée très loin de toute étoile, si vous pouviez mettre la main à la surface de cette planète-là, vous auriez une température de 30 Kelvin. Très froid, proche du zéro absolu, mais quand même 30 Kelvin. Si vous mettez une couche d'isolant par-dessus ça, par exemple une atmosphère d'hydrogène moléculaire, qui a des propriétés d'absorption à haute pression, hein, c'est un continuum collisionnel d'absorption, vous pouvez piéger ce rayonnement et atteindre des températures de 273 K. Il n'y a que l'hydrogène qui peut faire ça. Pourquoi? Parce qu'autant vous pouvez avoir 273 Kelvin à la surface, autant l'extérieur va être à quelques Kelvin à la température du milieu interstellaire. Et il n'y a que l'hydrogène qui est capable de rester gazeux à cette température-là. Vous ne pouvez pas le faire avec du CO2, quoi que ce soit d'autre, ça condenserait, ça ne marcherait pas. Donc ça, c'est une première chose à garder en tête. Hein. C'est vraiment avec le modèle terrestre qu'on a cette fermeture de la zone habitable, sinon elle est ouverte complètement. Première information, je vous l'ai déjà plus ou moins dit, grosso modo, dans cette zone que j'ai mise ici en vert, les différentes techniques d'observation montrent qu'à peu près 30% des étoiles ont des planètes dans cette zone-là, qui vient mordre dans la zone habitable pour les étoiles de très faible masse. Alors, on est un petit peu embêté parce qu'on a construit tous nos modèles pour un système analogue au système solaire, et les méthodes de détection, et aussi la population des étoiles, fait qu'on va être plutôt submergé par les planètes dans la zone habitable de ces étoiles M. Et les étoiles M, elles posent des problèmes. On a déjà parlé aujourd'hui, ce sont des étoiles qui, pour certaines, sont très actives, et ça peut créer une érosion de l'atmosphère. Ce sont aussi des planètes, ces planètes autour d'étoiles M, qui vont être sujettes à des effets de marée très importants. Peut-être que l'orateur suivant en parlera. Et ces effets de marée peuvent éventuellement affecter le climat de ces planètes. Et ces effets de marée vont aussi affecter la rotation. Alors, en 2007, le groupe de Genève, l'équipe de Michel Mayor, et ici dans ce cas Stéphane Udry, ont trouvé ce système planétaire avec cette planète. Alors au début, ils sont focalisés sur la planète C, parce qu'ils faisaient un petit calcul de température d'équilibre, et ils trouvaient 300 Kelvin, et alors ils ont dit 300 Kelvin, c'est super, sauf que dans ce petit diagramme que je vous ai montré sur la limite interne, température d'équilibre supérieure à 270 Kelvin, on ne sait pas trouver, c'est trop chaud, ça devient vénusien. Donc en fait, nous, on s'est plutôt intéressé à la planète D, et d'abord, on a regardé un effet très intéressant, c'est le fait que cette planète D, si elle était dans le système solaire et qu'elle recevait la même quantité d'énergie en watts par mètre carré, elle ne serait pas du tout habitable, elle serait complètement gelée. Mais en fait, autour d'une étoile M, la grandeur qu'on appelle l'albédo, qui est la quantité d'énergie qui est réfléchie vers l'espace, change beaucoup. C'est-à-dire à même atmosphère considérée, je prends la Terre, qui a un albédo de 30% autour du Soleil, si je le mets autour d'une étoile M, il aura un albédo inférieur à 10%. Donc ce qu'on a ici, c'est la fraction cumulée de l'énergie stellaire. Donc grosso modo, en vert, vous avez le Soleil qui émet essentiellement toute son énergie dans le visible. Une étoile M, ici en rouge, va émettre une grosse partie de son énergie à des longueurs d'onde infrarouges, où en fait il est absorbé par le dioxyde de carbone et l'eau. Et donc en fait, ça va donner un albédo très faible, et donc une capacité de se réchauffer beaucoup plus forte.
Donc voilà ce qu'on a ici, c'est la température moyenne de surface de la planète en fonction de la pression de CO2 qu'on met à la surface pour l'irradiation de Gliese 581d. Si on prend la distribution spectrale du Soleil, boum, on n'arrivera pas à avoir des conditions habitables, on va se heurter au diagramme de phase du CO2 et on va avoir une petite atmosphère en équilibre, soit avec du CO2 solide, soit avec un océan de CO2. Ça n'a pas marché. Si par contre on est autour d'une étoile M, pour des valeurs assez importantes de la pression, pour à peu près 10 bars de pression, on a en fait des conditions qui permettent l'existence d'eau liquide. Alors c'était intéressant, mais cette planète nous posait quand même des problèmes. D'abord parce qu'apparemment elle est excentrique. Donc, bon, on s'est déjà posé qu'est-ce que ça crée sur le type de planète. Et en particulier, les théories, les modèles de marée prédisent qu'une planète en orbite excentrique, qui est sujette à des forces de marée importantes, va être dans des états de rotation bien précis. Il y a l'état de rotation d'équilibre qui dépend de l'excentricité. Il y a des résonances spin-orbites. Il peut y avoir la résonance synchrone, où la planète présente toujours la même face à l'étoile, ce qui est représenté ici, ou des rotations lentes. Alors effectivement, si on est en rotation synchrone, on a la crainte que effectivement, le côté nuit soit très froid et que tous les volatiles deviennent piégés dans une calotte de glace du côté nuit. Donc c'était important de modéliser ça en 3 dimensions. Et puis, il y a un autre problème, c'est que les effets de marée aussi ont la tendance à annuler l'obliquité. Et dans ce cas-là, les pôles deviennent très froids. Vous savez peut-être que dans le système solaire, l'endroit le plus froid du système solaire, c'est les pôles de Mercure. Parce que Mercure n'a pas d'obliquité. Donc du coup, ça motivait un petit peu, et donc on pourrait aussi piéger toute l'atmosphère dans des calottes ici. Donc ça a motivé une modélisation 3D, un genre de modèle qu'on a vu aujourd'hui pour la Terre, mais pour cette planète. Et en fait, on s'est aperçu que, grosso modo, pour tous les modes de rotation, on pouvait trouver, bien sûr, pour des pressions de surface très élevées, des températures tout à fait compatibles avec des conditions d'habitabilité. Je vais passer un petit peu vite là-dessus, parce que je crois que le temps vient à manquer. Donc je vais un petit peu accélérer. Mais simplement pour vous dire que ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on dit que cette planète, par des modèles, on trouve des conditions possibles d'habitabilité, on ne fait aucune prédiction. Cette planète, si ça se trouve, elle n'a rien à voir avec la Terre. Si ça se trouve, elle a une atmosphère. Si ça se trouve, elle n'a pas d'atmosphère. Si ça se trouve, elle a une atmosphère qui n'a rien à voir. Donc c'est vraiment juste une potentialité. C'est un sujet d'étude intéressant pour nous, pour voir ce qu'on arrive à faire avec les propriétés orbitales stellaires de cette étoile. Et si j'ai juste une minute de plus, tu peux me mettre des coups de pied si je dois m'arrêter. Ça va pas tarder, vas-y, n'hésite pas. Il y a un dernier système qui est vraiment sympathique. C'est un système triple, 3 étoiles, le système Gliese 667, avec une paire d'étoiles K ici et une petite étoile M. Et cette étoile M, elle a plusieurs planètes qui sont décrites ici, et notamment elle a la planète C, qui est très intéressante. Alors ça, c'est un petit film de l'ESO pour faire la publicité dessus, mais ce qui est très intéressant avec cette planète, c'est que si on calcule le flux qu'absorberait cette planète si on y mettait l'atmosphère terrestre, et on regarde quelle est la quantité d'énergie de l'étoile qu'elle absorbe, ben ça dépend de la luminosité de l'étoile, ça dépend de l'albédo, ça dépend de la distance orbitale, et ça dépend de l'excentricité. Et ça, c'est une planète excentrique. L'excentricité joue sur la quantité moyenne d'insolation qu'on reçoit. Or, ce qui est fascinant, c'est qu'avec ces 4 variables complètement différentes que pour le système solaire, on a exactement la grandeur qu'on a pour la Terre. Donc quand j'ai été contacté par les gens qui ont découvert ça, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu peux dire d'incroyable sur cette planète ?» Je dis « rien, elle n'est pas vraiment exotique de ce point de vue-là. » Alors l'exoticité, on peut aller la chercher sous la question de l'excentricité. C'est une planète qui a vraisemblablement une orbite très excentrique. Et ce qui est intéressant, c'est que si la Terre avait une orbite de même excentricité, elle aurait des variations, en plus de ces variations saisonnières, des variations liées à la variation de distance orbitale qui seraient très fortes, extrêmement fortes, qu'on voit ici, alors que cette planète, alors j'ai fait ici 2 modèles pour 2 gravités, parce qu'on ne connaît pas le rayon de cette planète, et en fait, on aurait des variations beaucoup plus faibles. Pourquoi? Simplement parce que nous, on a une orbite qui dure 1 an, alors que cette planète a une orbite qui dure 28 jours. Et en 28 jours, grosso modo, l'atmosphère, l'océan n'a pas le temps de s'adapter aux variations d'ensoleillement. Il voit une espèce de moyenne. Donc je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà débordé. Voilà, c'était pour vous illustrer un petit peu les mondes qu'on commence à trouver.